L'État a trouvé une nouvelle façon de prendre ton argent. Et cette fois, ce n'est pas sur ton salaire, c'est sur ton épargne, ton assurance vie, tes placements et peut-être même ton PEL. Ce que vous avez déjà gagné, ce que vous pensiez être à l'abri. Et si je vous disais que ce n'était pas une hypothèse, mais une trajectoire, la France est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Chaque jour, la dette publique augmente, les taux restent élevés et la pression européenne monte. Voici ce que les chiffres révèlent. Chaque matin, la France doit trouver 140 millions d'euros, juste pour payer les intérêts de sa dette. Pas pour investir, pas pour rembourser, juste pour ne pas faire faillite. Et cette pression s'accélère. Plus les taux restent élevés, plus cette facture quotidienne augmente. Plus elle augmente, plus l'État cherche de nouvelles ressources. Alors, comment faire rentrer de l'argent sans provoquer une révolte fiscale? En ciblant l'argent immobile, celui qui dort, celui qu'on ne voit pas, votre épargne. La logique est implacable. L'épargne ne vote pas. L'épargne ne manifeste pas. L'épargne ne fait pas grève. Elle est là, silencieuse, disponible. Marie, 42 ans. Elle a fait tout comme il faut. Épargne régulière, assurance vie, livret A, un petit PEA. Son parcours d'épargnante modèle, 20 ans de cotisation régulière, jamais de découvert. Elle a refusé les crédits qu'ils faciles. Elle a préféré attendre, économiser, construire. Sa récompense 120 000 euros d'épargne constituée grain par grain. L'assurance vie de ses parents qu'elle a hérité. Un PEA qu'elle alimente depuis ses 25 ans. Elle pensait être protégée, jusqu'au jour où elle découvre ce chiffre. L'État français dépense 1,10 € pour chaque euro de recette. Sa première réaction? L'incrédulité. Comment peut-on dépenser plus qu'on ne gagne pendant des années? Dans son foyer, c'est impensable. Puis, la compréhension. Si l'État dépense plus qu'il ne gagne, il doit bien trouver l'argent quelque part. Et ce quelque part, c'est chez elle. Elle comprend alors, ce n'est pas sa sécurité financière. Que l'État défend, c'est la sienne. Le témoignage de Marie. J'ai toujours cru que bien épargner me protégerait. Mais j'ai réalisé que plus j'épargnais, plus je devenais une cible. Mon argent, que j'avais mis de côté pour ma sécurité, était devenu leur solution à leurs problèmes. Quand un État n'a plus d'argent, il n'a que 3 armes. 1. Créer de l'inflation. Ça appauvrit sans vote. 2. Augmenter les impôts visibles, dangereux politiquement. 3. Taxer l'épargne, discrètement, techniquement, au nom de l'équité. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à l'intersection de ces 3 leviers. Mais pourquoi l'épargne devient-elle la cible privilégiée? D'abord, parce qu'elle représente une masse énorme. L'épargne financière des ménages français, plus de 5 800 milliards d'euros. De quoi résoudre bien des problèmes budgétaires. Ensuite, parce qu'elle est facile à tracer. Contrairement à l'immobilier ou aux objets de valeur, l'épargne financière laisse des traces partout. Chaque compte, chaque placement, chaque plus-value est répertorié. Enfin, parce qu'elle ne résiste pas. Votre livret A ne peut pas déménager en Suisse, votre assurance vie ne peut pas faire grève, votre PEA ne peut pas voter contre le gouvernement. Les signaux, débat sur le prélèvement forfaitaire unique, pression européenne sur les finances publiques, discours politique sur la contribution des patrimoines financiers, rapport, Cour des comptes sur l'effort budgétaire nécessaire, mesures passées, double CSG, réformes assurance vie, fiscalité du capital, et regardez l'évolution du discours politique. Avant, il faut récompenser l'effort et l'épargne. Maintenant, les revenus du capital doivent contribuer à l'effort national. Le glissement sémantique n'est pas innocent. On ne parle plus de récompenser l'épargne, on parle de la faire contribuer. Rien n'arrive par hasard. On prépare l'opinion. Et le plus redoutable, cette préparation psychologique fonctionne. Beaucoup de Français trouvent maintenant normal que l'épargne soit plus taxée. Ça ne prendra pas la forme d'un impôt brutal, trop visible, trop risqué. L'art de la fiscalité moderne, c'est la discrétion. Pas de révolution fiscale, juste des ajustements techniques, des contributions exceptionnelles, des efforts temporaires de solidarité. Ça ressemble plutôt à ça. Hausse progressive de la Flat Tax Conditions, exceptionnelle sur les gains financiers, prélèvements sociaux renforcés, rabotage sur l'assurance vie au patrimoine, bonus fiscal sur les produits contrôlables par l'État, fonds publics, banques nationales, et voici comment ils vont l'emballer. Face à la crise exceptionnelle que traverse notre pays, les contribuables les plus aisés doivent faire un effort supplémentaire. Nous créons donc une contribution
temporaire de solidarité sur les plus-values financières. Temporaire? La CSG était temporaire en 1991. L'ISF était temporaire en 1982. La taxe d'habitation devait être réformée temporairement. Le mécanisme psychologique est rodé. On présente ça comme de la justice sociale. On vise les gros patrimoines. On rassure la classe moyenne. Rien ne change pour 90% des Français. C'est la phrase qu'on entendra. Mais si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas dans les 90%. Et même si vous pensez en faire partie, les seuils ont une fâcheuse tendance à descendre avec le temps. L'ISF a commencé à 3 millions de francs en 1982. Il finissait à 800 000 euros en 2017. Le piège des seuils. D'abord, on vise les très riches. Puis, discrètement, on élargit la base. Et un jour, vous réalisez que vous y êtes. Vous ne pouvez pas empêcher l'État de taxer. Mais vous pouvez faire 3 choses. 1. Rendre votre argent mobile, multiplier les poches, ne pas tout laisser au même endroit. Concrètement, ça signifie quoi? Ne pas concentrer toute votre épargne sur des produits français. Diversifier les juridictions, les monnaies, les types d'actifs. L'exemple pratique, au lieu de 100% assurance vie française, pensez 60% assurance vie plus 30%, compte titre plus 10% hors physique. Pourquoi cette répartition? Parce que chaque poche a des règles fiscales différentes. Si l'une devient moins attractive, vous basculez vers les autres. 2. Investir dans des actifs qui résistent à l'inflation et au fisc. Priorité, productif, international, décorrélé de l'État. Les actifs résistants, actions d'entreprise internationales. Immobilier locatif, plus difficile à confisquer. Hors physique, refuge traditionnel. Crypto-monnaie, pour les plus aventureux. Pourquoi ces choix? Parce qu'ils gardent leur valeur même si l'État appauvrit sa monnaie. Parce qu'ils sont plus difficiles à surtaxer brutalement. Parce qu'ils vous donnent des options. 3. Avoir un plan de retrait et de réallocation. Pas de panique, pas de fuite. Une stratégie. Le plan en 3 étapes. Surveiller les signaux, débats parlementaires, rapports officiels. Préparer les transferts, ouverture de compte, diversification progressive. Agir en douceur, pas de mouvements brutaux qui attirent l'attention. Et surtout, ne jamais tout miser sur une seule stratégie. Gardez plusieurs cordes à votre arc. Restez flexible. Et si vous voulez la méthode simple, regardez ma vidéo. Les 3 comptes qui rendent riches. Lien en description. Cette méthode vous donne exactement ça. La structure pour ne plus être dépendant d'un seul système. La flexibilité pour vous adapter au changement. La sérénité pour ne plus subir les décisions des autres. Le système ne vous veut pas de mal, il veut simplement survivre. Et pour survivre, il a besoin de votre argent. Voici la réalité crue. Votre épargne n'est pas votre propriété privée aux yeux de l'État. C'est une ressource potentielle en cas de besoin. Et ce besoin arrive plus vite qu'on ne le pense. Les précédents historiques sont là. Chypre en 2013, prélèvement direct sur les comptes bancaires. Argentine à plusieurs reprises, confiscation des dépôts en dollars. Italie aujourd'hui, débat sur une taxe sur l'épargne dormante. La question n'est pas « est-ce que l'État va toucher à mon épargne ?» La vraie question est « suis-je prêt si cela arrive plus tôt que prévu ?» Et être prêt, ce n'est pas devenir paranoïaque, c'est juste diversifier intelligemment. C'est ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est garder des options ouvertes. Parce que la liberté financière, ce n'est pas d'être riche. C'est d'avoir le choix. Le choix de partir si les règles changent. Le choix de rester si elles vous conviennent. Mais toujours le choix.